Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. La Guinéenne testée positive au virus Ebola en Côte d'Ivoire est tirée d'affaire. Le ministère de la Santé a annoncé sa guérison. Les victimes de l'ancien président tchadien décédé prennent la parole. Leur bourreau d'hier est mort. S'en réjouissent-elles pour autant? Élément de réponse dans ce journal. L'Ouganda accueille des réfugiés afghans sur demande des USA. Le pays en a accueilli déjà une cinquantaine. Bonsoir et bienvenue à ce journal sur Sika TV. La jeune Guinéenne diagnostiquée positive au virus Ebola en Côte d'Ivoire, où elle est arrivée le 11 août en provenance de la Guinée, est guérie de sa maladie. C'est ce qu'a déclaré mardi le ministère ivoirien de la Santé. Reportage. 2 tests biologiques ont été réalisés sur la jeune Guinéenne diagnostiquée positive au virus Ebola en Côte d'Ivoire qui sont négatifs en 48 heures d'intervalle. Elle est donc déclarée guérie, a affirmé Serge Eolier, porte-parole du ministère de la Santé et chef de service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville à Abidjan qui a accueilli la malade. Elle n'est plus un risque de contamination. Elle est encore très fatiguée et sera maintenue en hospitalisation, a-t-il ajouté. Il faudra attendre 42 jours à partir de ce mardi pour pouvoir dire si la Côte d'Ivoire est indemne d'Ebola, a-t-il souligné sans faire état de nouveaux cas. Les autorités sanitaires ivoiriennes ont détecté le 14 août dernier un cas de fièvre hémorragique Ebola chez une jeune Guinéenne de 18 ans arrivée en Côte d'Ivoire le 11 août en provenance de la ville guinéenne de Labé, un trajet de plus de 1500 km qu'elle a fait par la route. 49 cas de personnes ayant été en contact avec la jeune Guinéenne ont été recensés par l'Organisation mondiale de la santé. Le pays qui a réceptionné 5000 doses de vaccins contre Ebola a démarré le 17 août une campagne de vaccination de groupes cibles, le personnel soignant qui a été en contact immédiatement avec la patiente et les forces de sécurité déployées à la frontière de la Guinée. La Côte d'Ivoire est le 3e pays sur le continent africain cette année à avoir été touché par le virus Ebola après la République démocratique du Congo et la Guinée. Des victimes de Hissène Habré ont réagi suite à la mort de l'ancien président tchadien décédé de la Covid-19 à l'âge de 79 ans au Sénégal où il avait été condamné à la prison à vie en 2016 pour crime contre l'humanité par une juridiction africaine. Se réjouissent-elles de sa mort? Suivons-les. En tant que victime, nous aurions souhaité que Hissène Habré puisse vivre longtemps et qu'il puisse assister même à l'indemnisation des victimes. Mais dommage, il est parti très tôt. On aurait, au vu de sa condamnation à perpétuité, ça ne veut pas dire qu'il devrait partir si tôt. Mais c'est Dieu qui a décidé ainsi, il est parti et nous déplorons son décès. Mais la lutte continue. Donc j'étais très surpris. Je n'attendais pas que Hissène Habré doit être décédé avant notre indemnisation. Pendant que nous sommes en train de lutter pour l'indemnisation, voilà, il est parti. Donc je suis vraiment très ému et paix à son âme. Le neveu de l'ancien président tchadien Hissène Habré réagit aussi à la mort de son oncle. Suivons-le. Et nous avons appris cette triste nouvelle très tôt le matin à travers les parents et les réseaux sociaux. Et nous avons la peine et le regret et la douleur
profonde que nous partageons ce moment avec tous les peuples tchadiens. Parce que ce n'est pas parce qu'il est mon oncle, mais il est aussi le président, ancien président de la République du Tchad. Et si aujourd'hui nous avons perdu, c'est parce que le Tchad a perdu. L'Afrique a perdu un fidèle, un patriote, un panafricaniste et un homme commis d'État. Et il a laissé un grand vide que personne ne peut le combler. Vu son âge et vu son état de santé, et aujourd'hui vu la situation de la crise sanitaire qui traverse le monde d'une manière générale, on aurait pu éviter en la libérant et en la laissant juste à la maison pour des soins médicaux. Mais malheureusement, l'État sénégalais n'a pas réagi et malheureusement, les dirigeants africains n'ont pas réagi. Et c'est vraiment dommage et c'est vraiment regrettable de voir de nos jours un dirigeant, un homme fidèle et patriote, un homme d'État comme lui laisser partir juste pour la cause de Covid-19. C'est vraiment regrettable et dommage. 51 réfugiés afghans sont arrivés mercredi à bord d'un vol privé à l'aéroport d'Entebbe pour être accueillis temporairement en Ouganda. C'est à la demande des États-Unis d'Amérique, selon le ministère ougandais des Affaires étrangères. L'ambassade des États-Unis à Kampala a remercié l'Ouganda pour sa générosité et son hospitalité envers ses communautés. 51 Afghans sont arrivés mercredi à bord d'un vol privé pour un accueil temporaire. Le gouvernement de l'Ouganda et le peuple ougandais ont une longue tradition d'accueil des réfugiés et d'autres communautés dans le besoin, a affirmé l'ambassade sur Twitter. Cet accueil, a souligné le ministère, se fait à la demande des États-Unis d'accueillir temporairement des ressortissants afghans à risque et d'autres personnes en transit vers les États-Unis et d'autres destinations dans le monde. L'Ouganda accueille une des plus grandes populations de réfugiés au monde, près d'1,5 million selon les Nations Unies, principalement en provenance du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo voisin. La plupart vivent dans de vastes camps de réfugiés dans le nord du pays, mais 81 000 réfugiés vivent dans la capitale, Kampala. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a annoncé mardi la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc voisin. Raison évoquée, des actions hostiles du Royaume à l'égard de l'Algérie. Précision. L'Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc à partir d'aujourd'hui, a déclaré le ministre algérien lors d'une conférence de presse. Le ministre a expliqué les raisons de cette décision en affirmant que l'histoire avait montré que le Royaume du Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie. Il a en outre fait porter aux dirigeants du Royaume la responsabilité des crises répétées qui se sont aggravées, un comportement qui entraîne le conflit au lieu de l'intégration dans la région du Maghreb. Mercredi dernier, le Haut Conseil de sécurité, présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait décidé de revoir les relations avec le Maroc, accusé d'être impliqué dans les incendies meurtriers qui ont ravagé le nord du pays. Les actes hostiles, incessants, perpétrés par le Maroc contre l'Algérie ont nécessité la révision des relations entre les deux pays et l'intensification des contrôles sécuritaires aux frontières ouest, selon un communiqué officiel algérien. Et des Marocains disent être déçus par cette décision après plusieurs mois de tensions exacerbées entre ces deux pays du Maghreb, aux relations traditionnellement difficiles. Je vous invite à suivre quelques réactions. Alors les relations diplomatiques coupées ou rompues avec l'Algérie, c'est vraiment un très très dommage parce que vu l'appel qui a été lancé par Sa Majesté il y a à l'occasion de la fête de trône, je crois que de l'autre côté, surtout les responsables politiques, المسؤولين على الحكم في الجزائر ما عندهمش الرغبة باش تكون علاقة متميزة مع المغرب مع كل أسف. C'est une mauvaise décision. Il n'y a aucune raison de le faire. C'est comme rompre les relations avec le voisin de ta maison. Nous constituons tous une union du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, etc. sont tous pareils. Il n'y a pas de différence. C'est entre les gouvernements que ça se passe.
Les deux peuples, marocains et algériens, resteront toujours frères. Les tensions sont créées par les gouvernements et cela ne va pas impacter nos relations avec les deux frères, car ces tensions sont là depuis très longtemps entre les deux pays, que ce soit concernant les frontières ou autres. Le président philippin Rodrigo Duterte s'est déclaré ce mardi soir candidat à la vice-présidence du pays, ceci pour continuer sa croisade contre la drogue et les rebelles. Dans la course à la présidentielle de mai prochain, le PDP Laban devrait soutenir le sénateur Christopher Lawrence Bongo, proche de longue date du sortant. Dans une allocution préenregistrée confirmant le communiqué diffusé plus tôt par son parti, le PDP Laban, Rodrigo Duterte, le président philippin, a annoncé ce mardi soir sa candidature à la vice-présidence du pays. Élu à la tête de l'archipel en 2016, Duterte avait laissé entendre qu'il pourrait briguer un second mandat même si la Constitution l'interdit. Il a pris cette décision avec pour objectif de continuer sa croisade contre la drogue et les rebelles. Je pourrais ne pas avoir le pouvoir de donner la direction ou l'orientation, mais je pourrais toujours exprimer mon avis publiquement, a-t-il affirmé. En ce qui la concerne, l'opposition voit en cette décision un écran de fumée et une parade contre d'éventuelles poursuites judiciaires. Depuis sa prise de pouvoir, Rodrigo Duterte a mené une campagne sanglante contre les consommateurs et les dealers de drogue qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes selon des ONG. La Cour pénale internationale a demandé en juin l'ouverture d'une enquête sur des milliers de meurtres commis dans le cadre de cette guerre, estimant que cela pourrait relever du crime contre l'humanité. Dans la course à la présidentielle de mai prochain, le PDP Laban devrait soutenir le sénateur Christopher Lawrence Bongo, proche de longue date du sortant. Aux Philippines, le président et le vice-président sont élus séparément, le second remplaçant le premier en cas d'incapacité ou de démission. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.